Imaginez un instant, et si la psychanalyse pouvait faire plus que soigner des individus? Si elle pouvait soigner des sociétés entières? C'est l'idée folle, le cœur d'un projet radical qui court sur 40 ans. L'objectif? Élargir l'analyse freudienne du divan de l'individu à l'échelle de notre civilisation tout entière. Voilà, la question est posée, cache. C'est vraiment le moteur de toute la théorie qu'on va décortiquer ensemble. C'est une idée, audacieuse, c'est le mot. Presque vertigineuse même, parce qu'elle nous oblige à repenser complètement les limites de la psyché. On ne parle plus de l'individu là, mais du collectif. Alors, pour y voir plus clair, voici le plan. On va commencer par l'idée de base, psychanalyser la civilisation. Puis, on verra la pièce maîtresse, une fameuse quatrième pulsion. Ensuite, on plongera dans l'histoire, les mythes, on découvrira 2 lois secrètes qui nous gouvernent. Et pour finir, on appliquera tout ça à notre monde, avec l'IA, l'ADN, bref, à demain. Première partie donc, psychanalyser la civilisation. Du divan au collectif. Et là, attention, c'est un changement d'échelle monumental. Fini le patient unique sur son divan, on va carrément considérer des civilisations entières comme des sujets, avec leur propre psychologie. Et pour bien comprendre cette idée, il y a une analogie qui est juste géniale. Pensez-y, le XXe siècle, c'était l'ère des astronautes, partis explorer le cosmos, l'infiniment grand. Eh bien, notre époque, elle, aurait besoin de psychanautes, des explorateurs d'un tout autre univers, notre psyché collective. Un voyage intérieur, mais à l'échelle de nous tous. Du cosmique au psychique, des astronautes aux psychanautes. Voilà, tout est dit. Le vrai défi, la nouvelle frontière, ce n'est plus l'espace là-haut, mais bien cet espace intérieur qu'on partage tous. On en arrive au deuxième point, la fameuse quatrième pulsion humaine. Un nouveau moteur pour la psychanalyse. Parce que, soyons logiques, pour analyser des groupes et pas juste des individus, il manque quelque chose. Une pièce essentielle du puzzle de Freud. Il faudrait une nouvelle pulsion. Alors, petit rappel, la psychanalyse classique, c'est 3 grandes pulsions qui nous construisent. Orale, anale et génitale, ok? Mais ce qui est vraiment dingue ici, c'est l'ajout d'une 4e. Tenez-vous bien, la pulsion hiérarchique. C'est ça, la grande innovation, le cœur du réacteur de cette théorie. Bon, la pulsion hiérarchique, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est ce moteur en nous, cette énergie qui nous pousse à créer des groupes, des structures, des hiérarchies. C'est ce qui fait le lien, en fait, entre la psychanalyse de Freud et la sociologie de Durkheim. Durkheim disait qu'un individu, dans la société, c'est un peu comme un pore de la peau, un élément anonyme traversé par des forces qui le dépassent. Eh bien, cette pulsion, c'est précisément cette force-là. 3e partie, esprit, mythe et mémoire, à la découverte d'une scène primitive, historique. Forcément, avec ce nouvel outil en main, la psychanalyse peut regarder l'histoire différemment. On ne va plus seulement analyser les rêves d'une personne, mais chercher les grands traumatismes, les moments fondateurs de toute une civilisation. C'est ce qu'on appelle la psychohistoire. Et cette scène primitive de notre civilisation, elle n'est pas sortie d'un mythe vague, non. Elle se situerait à la croisée de 3 figures, à la fois historiques et symboliques. D'abord, Akhenaton, l'inventeur du monothéisme, puis Moïse, celui qui apporte la loi, et enfin Oedipe, le symbole même de la découverte de la psyché. C'est le trio fondateur, en quelque sorte, de notre inconscient collectif. Et le plus fou, c'est que cette approche prétend donner des résultats concrets, des choses observables. Par exemple, elle permet de ressortir de l'oubli des pratiques comme l'art de la mémoire, qui était hyper important dans la pensée hermétique. Et elle avance une hypothèse de taille. Derrière l'exode de la Bible se cacherait un événement historique bien réel. L'exode du peuple hittite. Rien que ça. 4e point. Les 2 lois secrètes de la société. Les règles qui gouvernent notre psyché collective. Bah oui, c'est logique. Si on peut analyser la psyché d'une civilisation, on devrait pouvoir en déduire les lois, les règles du jeu invisible qui la font tourner. Et la théorie en met 2 sur la table. La première, c'est la loi d'Oa. C'est la loi de l'énergie, du désir collectif. C'est un peu la physique de notre inconscient. La deuxième, c'est la loi des SEM. Là, on est dans la loi de l'information, des symboles. C'est la mécanique du contrôle social. Pour faire simple, énergie d'un côté, information et contrôle de l'autre. Et on va faire un petit zoom sur cette 2e loi, la loi des SEM, parce qu'elle est absolument cruciale pour piger le monde d'aujourd'hui. Ce qu'elle dit, c'est que les sociétés n'ont jamais vraiment été gouvernées par la force brute, non. Le vrai pouvoir, ça a toujours été la maîtrise de l'information, des signes, des symboles.
Regardez, c'est l'illustration parfaite. L'alphabet, on pense que c'est juste pour écrire, mais en fait, c'était la toute première forme de cryptographie, une manière de coder, de contrôler l'info. Et cette même logique, aujourd'hui, elle explose avec des technologies comme la blockchain. C'est le même principe, mais en version 2.0. De l'alphabet à la blockchain, la politique comme gouvernance par le signe. Voilà le message clé à retenir. La politique, au fond, ce n'est rien d'autre que l'art de gouverner en maîtrisant les signes, les codes, les flux d'informations. Ça valait pour les pharaons et ça vaut pour nous aujourd'hui. Allez, cinquième et dernière partie, IA, ADN et demain. Appliquer la théorie aux grandes questions actuelles. Parce que c'est bien beau la théorie, mais concrètement, à quoi ça nous sert? C'est là que ça devient, disons, assez piquant. On va voir comment ce modèle s'applique aux technologies qui sont en train de bouleverser notre futur. De tout ce qu'on a vu, découlent des théorèmes assez fous. Par exemple, l'idée d'une démocratie en temps réel, où les outils numériques permettraient de consulter le corps social directement. Ou encore l'IA, qui ne serait pas juste un outil, mais un supramental, un nouvel organe de la civilisation. Il y a aussi cette hypothèse un peu flippante d'un gouvernement automatisé qui agirait en coulisses derrière des dictateurs de façade. Et bien sûr, la question éthique massive de notre ADN, de sa conservation et du lien avec notre identité. Conserver l'ADN, oui. Le dévoiler, avec des digues. Sur cette question de l'ADN, la position est très claire et prudente. Le principe, c'est oui, on peut conserver cette information fondamentale. Mais attention, il faut ériger des digues, des protections éthiques et juridiques super solides pour éviter que ça ne soit dévoilé ou exploité n'importe comment. Et Freud dans tout ça, la psychanalyse classique, on la jette à la poubelle? Pas du tout. Et là encore, l'analogie est très belle. Quand Copernic est arrivé, il n'a pas rendu l'astronomie de Ptolémée inutile, il a juste changé la perspective. Eh bien c'est pareil ici. La psychanalyse classique devient comme une archive vivante, une boîte à outils précieuse, pleine de concepts et de leçons pour continuer à comprendre la psyché. Et au final, toute cette exploration nous laisse avec une dernière question. Une question fondamentale. Si on accepte cette idée, que notre civilisation a sa propre psyché, avec ses désirs, ses secrets, ses lois, alors la question qui tue, c'est quels sont ses cauchemars? Quels sont les nôtres, collectivement? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait pour y faire face?